Monsieur le Président de la République française, en des circonstances ordinaires, je me serais adressé à la secrétaire générale de la francophonie. Mais en prenant sur vous de prononcer le discours principal du 20 mars 2018, vous êtes devenu mon interlocuteur naturel. Le départ de François Mitterrand en 1995 a laissé inconsolable le militantisme francophone, car manifestement, la foi authentique en la francophonie a déserté le palais de l'Élysée depuis 23 ans. Votre volontarisme faisait renaître un espoir que des dysfonctionnements graves de votre discours et de votre action ont tempéré. Dans ma première tribune, adressée à votre illustre bienveillance, je me positionne en homme de science et homme de lettres. Dans la présente, ma voix est celle d'un militant de base. Mon militantisme francophone officiel date de 30 ans. Exactement. Mon acte d'engagement étant ma première inscription aux éliminatoires des championnats du monde d'orthographe de langue française en 1988. Grâce à Dieu et grâce à cette compétition, j'ai été, à l'âge de 18 ans, l'un des ambassadeurs de la langue française au Palais des Nations Unies, c'est-à-dire au niveau suprême de représentation qui existe dans le monde d'aujourd'hui. Je suis donc revêtu de toute la crédibilité intellectuelle nécessaire pour parler de la langue française, malgré le mépris, malgré la condescendance. Je m'interroge sur le souverain bien que nous avons en partage. Quelle variété de français voulons-nous promouvoir finalement? Un français petit nègre, un français petit blanc, un français charabia, un français perverti, un français fourre-tout, ou alors un français universel, non moins réconcilié avec la pureté de son génie. Il est à la mode sur la place parisienne de s'émerveiller des nouvelles créations de la langue française pendant que nos enfants, dans leur forte majorité, sont livrés à la dysorthographie, la dyslexie, la dysgraphie, à l'illettrisme tout court et à une inculture non pareille. Tout un forum mondial de la langue française en 2016 à Liège s'est articulé autour du prétendu néologisme verbal « se créactiver », qui a disparu de la circulation avec la même soudaineté que son apparition. Pourquoi ne l'avoir pas complété du substantif créactivation ou des adjectifs créactivant, créationniste ou créactivationniste? Des centaines de milliers d'euros sont ainsi dépensés dans des bizarreries et des fantaisies lexicales pendant que des milliers de mots de notre dictionnaire tombent en léthargie, tombent en désuétude, sombrent dans une décrépitude accélérée, agonisent et meurent. Je partage votre fascination pour le joli mot de sikidilatif, en provenance du Kikongo, et qui veut dire suscitant de l'espoir. J'éprouve une égale délectation pour le substantif zidanette, qui désigne toute pichenette spécifique à Zinedine Zidane et qui mérite la consécration dictionnérique à la dimension de cette légende du football mondial. Depuis plus de 2 décennies, je peux m'encoubler, c'est-à-dire trébucher, sur bâton de manioc, foufou, ndolé, potopoto, en parcourant le dictionnaire universel francophone. Une vraie bénédiction. Mais notre euphorie momentanée devient injuste
dès lors qu'elle a pour conséquence le camouflage de l'hécatombe qui décime jour après jour le lexique du français. En réponse à la déconstruction du français organisée par le Parti de la facilité, je vous offre ici non un florilège, faute de temps, mais un spicilège des myriades et des myriades de mots actuellement à l'abandon, malgré une splendeur qui fait la gloire de notre langue. Mon texte, le voici. J'emprunte au jargon du médecin et surtout pas du médicaste pour vous faire une démonstration extemporanée, c'est-à-dire immédiate, de l'état égrotant, voire valétudinaire du lexique de notre langue. Lassé du vocabulaire sommaire des journalistes, emmouscaillé par la résignation de l'agence professorale dont je me réclame, blasé par le tempérament égrillard de notre époque, écœuré de la papelardise des adorateurs de la néologie, étonné de l'équanimité de l'Académie française face à l'odyssée du français, je cherche ma propre rédemption dans le dictionnaire. Je n'équivoquerai pas, je n'exciperai pas de mon manque de compétition ou de la saisonnalité de mes entraînements. Ma promenade dictionnérique érémitique m'informe de l'ampleur de mon ignorance en même temps que je redécouvre l'exquisité des trésors abandonnés de la langue française, qui surpassent pourtant des milliards de joujoutèques. Je me prends de pitié pour les enfants atteints d'encoprésie et d'énurésie. À eux-mêmes et à leurs congénères en santé, qui dira la différence entre la mouillabilité, la mouillance, le mouillement, le mouillage, la mouillère et le mouillon, entre l'encaissage, l'encaissement et l'encaisse, entre l'échec, l'échouage et l'échouement, entre le désintérêt et le désintéressement. Qui dira à nos enfants la synonymie entre les adjectifs matrilocal et uxorilocal, empêtré et empoté, entre les locutions, etc., et tout le reste, et tutti quanti, et tout le Saint-Frusquin, auxquels s'ajoute leur équivalent péjoratif et consort. Comment former les marmousets et les mominettes à être les sycophantes qui dissuaderont les sybarites de mener une vie de patachon. La pétulance de mon verbe ne découle pas des humeurs pécantes de mon humanité. Le dictionnaire m'épouvante parfois, moi aussi, mais je ne m'esbigne pas, prétextant le risque de cervicalgie. Je me régale de l'esperluette, ce parfait et fabuleux substitut de la conjonction de coordination « et ». Je me rince les mirettes, ou plutôt les yeux, des tournures idiomatiques du français. Être gêné aux entournures, taquiner la muse, battre l'estrade, regagner ses pénates, à la Saint-Glinglin, tirer les marrons du feu, tourner Kazakh, être dans la mélasse, élever sur les pavois, emboucher la trompette. Il y a mal d'homme, il n'y a pas moyen de moyenner, etc. Il y a aussi ces termes étranges et rébarbatifs qui résistent à mon intelligence pour mieux aiguiser ma curiosité. Une binge ou binge, le mot se prononce de deux façons. Une exéité, un écoumène, le mot s'écrit de deux façons. Les écrouelles, un jotereau, un mesclin, un mombin, un saupiquet, une staphysèdre, un staphilier, et j'en passe. Ne me soupçonnez pas de glossolalie ou de soulographie des mots. Puissiez-vous supporter en revanche
ma rouspétance. J'ai simplement voulu redire à ceux qui en doutaient de plus en plus la somptuosité divine du français. Mutatis mutandis, le français s'ouvrira toujours à la modernité de ses variétés dialectales. Mais avons-nous épuisé les charmes de cette langue? L'avons-nous absorbée jusqu'à la moelle des os, au point de préférer investir des millions d'euros à traquer des néologismes sans lendemain, au point de laisser périr la vivante et incroyable encyclopédie terminologique de sa mémoire lexicale? Excellence, la francophonie peut-elle renoncer à ce que vous avez appelé le français abîmé? La francophonie peut-elle recommencer à parler le français de tous les temps, de toutes les langues souches, de tous les pays, de tous les écrivains de génie, de tous les dictionnaires agréés et de tous les dictionnaires en gestation? Détournons-nous du gangstérisme intellectuel, que dis-je, de cette désertion didactique, de cette mesquinerie scientifique qui démissionne de l'enseignement du français, abandonne des mots millénaires ou séculaires pour poursuivre des termes éphémères. Je m'interroge aussi sur la composition de l'Académie française. Après vérification, j'ai eu la confirmation de l'absence d'un grammairien parmi les immortels. Naturellement, j'ai tout aussi bien constaté que des docteurs ès-lettres spécialisés en littérature sont membres de cette société savante. Mais quand on sait quelle est la vocation première de cette institution, il y a du trouble et un malaise. Car, comment expliquer qu'une institution présentée depuis des siècles comme l'instance régulatrice et protectrice de la langue française ne compte en son sein ni grammairien, ni lexicographe, ni linguiste? C'est un signal très inquiétant. Au moment où est annoncée la constitution des académies locales qui formeront un collège de francophonie, du moment où les critères de désignation des immortels ne semblent pas avoir pour priorité la connaissance de la langue française, il y a lieu de craindre que les académies locales deviennent des clubs d'amis politiques qui feront siéger ensuite à l'imminent collège des francophonies des individus aux profils les plus improbables. Je m'interroge par conséquent sur le noyautage de plus en plus flagrant de tous les postes névralgiques de la francophonie par une minorité nébuleuse. Depuis que Jacques Chirac et ses pairs ont transformé la francophonie en organisation politique pour en faire un levier de pouvoir de la gouvernance mondiale, les groupuscules désireux de devenir les maîtres du monde ont décidé d'en prendre le contrôle, du sommet des chefs d'État aux directions centrales et régionales, des services du siège aux représentations et institutions hors siège, en passant par le secrétariat général de l'organisation. Depuis lors, l'apparence méritocratique des appels à candidature finit systématiquement par faire la part belle aux têtes couronnées d'un certain moule universitaire, politique ou professionnel, voire mystico-religieux. Le pilotage de la francophonie par des sphères d'influence est devenu flagrant, nuisible et insupportable. Il est hors de question de livrer la francophonie au contrôle des cercles ésotériques, des ordres initiatiques, des écoles de mystère, des sociétés secrètes, des loges, des sectes, des obédiences cultuelles. Il est hors de question de livrer la francophonie au contrôle des confréries religieuses, du corporatisme, des associations mystico-religieuses, des organismes caritatifs, des familles riches et célèbres, des groupes qui se disent des minorités le jour et deviennent les majorités de la nuit.
L'irrationalisme de cette logique de cooptation nous a déjà conduit à toute une académie française sans grammairien. Il faut en sortir immédiatement. Le temps est sans doute venu de tomber les masques. En ce qui me concerne, très illustre président de la France, je ne me prosternerai point devant la statue de Nebuchadnezzar. Je ne porterai aucune marque eschatologique de l'Antéchrist. Je ne m'associerai guère aux messes occultes de minuit, présentées désormais comme la porte d'entrée de la fonction publique internationale. Mon adoration est exclusivement réservée au Dieu créateur des cieux et de la terre. L'ingéniosité qu'il m'a offerte gratuitement me suffit pour servir la francophonie. Je m'interroge sur votre anglophonie qui fait une concurrence de plus en plus inquiétante à votre francophonie. Autant nous admirons et félicitons votre aisance langagière en anglais, autant nous sommes interloqués de découvrir en Mondovision un président français appliqué à baliser les sentiers de la langue de Shakespeare. À ce que je sache, le président de la République française n'est pas déontologiquement le voyageur représentant placier de la langue anglaise. Le nouvel ordre mondial ambitionne de bâtir une gouvernance mondiale autour d'une langue tout aussi mondiale au service de ses idées et de ses valeurs. L'anglais étant de plus en plus pressenti comme cette langue mondiale, nous rappelons que le français n'est ni la langue satellite, ni la langue vassale de l'anglais. Où est passée notre exception culturelle? Plus complémentaires et partenaires que concurrents, le français et l'anglais sont des langues d'égale valeur. Par conséquent, le leadership actuel de l'anglais a beau être indiscutable, il n'incombe pas au chef de l'État français d'ajouter son suffrage au projet d'inféodation du français à l'anglais. Je m'interroge sur la fragilisation d'une prérogative de la secrétaire générale de la francophonie. Ce 20 mars 2018, l'exposé régalien du président de la République française s'est politiquement substitué au discours de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La préséance protocolaire et médiatique était démesurément et logiquement en faveur du discours du président de la France. Le choix de la Journée internationale de la francophonie pour la présentation du discours de politique linguistique du président français peut être diversement interprété. S'agissait-il vraiment de s'associer à la célébration planétaire de l'espace francophone? Était-il question de montrer qui est le vrai patron de la francophonie? Cet acte n'a-t-il pas conforté l'accusation de francophonie néocoloniale proférée par Alain Mabankou et Achille Mbembe? Personnellement, je n'ai jamais digéré que l'on assimile la francophonie à la France-Afrique. Mais l'impair diplomatique de ce 20 mars 2018 m'a vraiment embarrassé. Le président des États-Unis pourrait-il devenir l'orateur principal de la Journée des Nations Unies en lieu et place du secrétaire général de l'ONU, au prétexte que les États-Unis sont le plus gros contributeur de l'organisation, au prétexte que le siège des Nations Unies se trouve sur le sol américain. S'agissant justement des contributions gouvernementales, lorsque la France verse 35 milliards de francs CFA et le Cameroun 21 milliards de francs CFA à l'OIF pour le compte de l'exercice 2013, qui est le plus gros contributeur? Le produit national brut de la France étant 34 fois supérieur à celui du Cameroun, la France écrase-t-elle la collecte financière en cotisant pour plus d'un tiers seulement que le Cameroun? Certains hauts responsables expliquent que la France alloue des bâtiments aux institutions de la francophonie. Nous en remercions l'État français et rappelons aussi que d'autres pays font ces dons sacrificiels sur leur territoire.
À l'instar du salut qui vient des Juifs, Dixit Jésus-Christ, le berceau de la langue française est la France. C'est indiscutable. Mais n'est-il pas temps pour la France de comprendre que le leadership est désormais multipolaire dans la francophonie, une évolution qui n'est en rien rédhibitoire à son statut de chef de file? Est-il si compliqué de comprendre que le président français ne peut se substituer à la secrétaire générale de la francophonie comme si le monde était revenu au temps de l'empire colonial français? Je m'interroge sur la sincérité de la France et de la francophonie quand elles proclament leur engagement à soutenir les langues autochtones. Est-ce le soutien de celui qui se borne à regarder l'ambulance passer, le soutien de celui qui tient ferme la corde du pendu, le secours du bon samaritain ou le secours du parent chinois? Bassa de père et de mère, locuteur de la langue bassa, je ne suis pas resté insensible à la mention de ma langue maternelle dans votre allocution. Je vous cite: et notre mission est donc bien celle de défendre le Wolof, le Manding, le Bassa, le Lingala, le Kikongo, le Swahili. Fin de citation. Mais je me suis bien gardé de toute émotion naïve. La francophonie que je connais, ayant toujours consacré la forte proportion de ses financements à la langue française. En revanche, j'ai choisi de réagir à cette mention du Bassa en mondovision parce que l'histoire avec grand H ne repasse pas les plats. Parce que l'exemple du Bassa parle pour celui de toutes les langues africaines. Parce que je serais traître à mes ancêtres si je garde le silence. De mes parents et de mes lectures, j'ai appris que les principaux travaux sur la langue Bassa ont été l'œuvre des missionnaires américains et de la Société internationale de linguistique, la SIL. Autant que je sache, car mon information peut être incomplète, l'action de l'ex-ACCT a été timide et panoramique. Je confirme que le Bassa, comme tant de langues autochtones, est fortement menacé. Entre le Bassa que je parle et celui de mes cadets d'une ou 2 décennies, le niveau de dégradation est spectaculaire. Les mariages linguistiquement mixtes étant les plus courants désormais, la situation de décadence s'empire. Doit-on se fier à une simple énumération de langues africaines dans votre discours pour croire que quelque chose va changer? Des tours de Babel, comme la République démocratique du Congo et le Cameroun, ne méritent-elles pas des chaînes de télévision entièrement consacrées aux langues autochtones? S'agissant du plurilinguisme, je partage entièrement votre présentation élogieuse de l'Afrique polyglotte, mais je me démarque de votre postulat du monolinguisme des Français. Sur le plan anthropologique tout d'abord, la France est le pays le plus cosmopolite du monde derrière les États-Unis d'Amérique. Or, le cosmopolitisme ne peut aller de pair avec le monolinguisme. De plus, le système universitaire français est le plus polyglotte de la Terre. Grâce à ses filières LLCER, langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, et LEA, langue étrangère appliquée. Système adossé sur une organisation scolaire qui oblige l'enseignant à l'apprentissage d'au moins 2 langues étrangères sur les 24 langues officielles de l'Union. Ajoutons-y l'INALCO, c'est-à-dire l'Institut national des langues et des civilisations orientales, qui donne accès à l'apprentissage de 83 langues d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Océanie. En vérité, c'est plutôt l'Afrique qui a besoin de s'inspirer du système universitaire plurilingue de la France.
Quant aux Français, leur difficulté, ou plutôt leur défi, est aujourd'hui de passer du baragouinage à une pratique courante des langues étrangères apprises. Le monolinguisme dont une certaine actualité accuse le peuple de France est surtout une vue de l'esprit. Je m'interroge sur le devoir de Leïla Slimani, nommée représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie, et chargée, selon vos termes, je vous cite, de relier, nouer, faire converger et donc de repérer et sentir les dynamiques qui sont à l'œuvre, de percevoir les signaux faibles et de saisir les mouvements qui émergent. Fin de citation. En sa qualité de prix Goncourt 2016, l'écrivaine Leïla Slimani est une femme et une plume qui fait la fierté de la francophonie. Sa nomination honore la République des lettres et l'ensemble du lectorat. Toutefois, comment peut-on croire qu'un seul individu soit capable de s'acquitter des missions jadis dévolues à tout un secrétariat d'État en charge de la francophonie? Après avoir supprimé le secrétariat d'État à la francophonie des gouvernements Philippe I et II, le président de la République française a-t-il doté sa représentante personnelle pour la francophonie d'un cabinet conséquent? A-t-elle reçu un budget? La cacophonie du 20 mars 2018 ne serait-elle pas le fruit d'un surtravail imposé à un individu là où aurait dû agir une équipe? L'échec de Leïla Slimani dans la collecte des informations à l'échelle planétaire ne serait-elle pas le fruit d'un manque de moyens? Les Français sont les premiers à indexer et décrier la pingrerie française. Serait-ce donc une arrière-pensée économique qui a poussé à accabler la seule représentante personnelle d'une tâche colossale qui incombe normalement à des dizaines de professionnels? Le subconscient présidentiel de banquier aurait-il eu l'imprudence de considérer la francophonie comme un gadget inutilement onéreux? Sur la scène internationale, vos déclarations touchant la langue française et la francophonie sont spectaculaires. Mais en France, vous supprimez tout un secrétariat d'État à la francophonie, dont il ne subsiste ni une direction, ni une sous-direction, mais tout juste une mission à la langue française et à l'éducation. Là où certaines associations francophones vous accusent de double langage, je vais plus loin en demandant à quoi rime ce double jeu de votre part. Je m'interroge face au traitement désormais réservé aux enfants terribles de la francophonie. Le limogeage de l'ex-ministre togolais Kako Nobukpo du poste de directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF semble de nature à ne pas ramener la sérénité autour de la liberté d'opinion de nos intellectuels. À tort ou à raison, il a été reproché à ce fonctionnaire international une capacité à observer le devoir de réserve associé à ses fonctions. Mais comment oublier que Kako Nobukpo est l'universitaire qui a critiqué avec brio et succès la politique monétaire basée sur le franc CFA. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, chantres de la négritude, que tout le monde cite aujourd'hui pour se donner une crédibilité, n'étaient pas spécialement des bénis oui-oui de la francité. Furent-ils pour autant la cible d'une chasse aux sorcières? Ne fraternisèrent-ils pas avec Charles de Gaulle et Georges Pompidou tout en cultivant leurs différences? Aujourd'hui, la mode est au harcèlement des intellectuels anti-système. La persécution économique de Kako Nobukpo suspendue, le lynchage médiatique de Calix Béala, la campagne de diabolisation à l'encontre d'Alain Mabankou, la stratégie de l'indifférence à l'égard d'Achille Mbembe. Kako Nobukpo n'est pas au-dessus des lois. Il est parfaitement justiciable et sanctionnable.
Néanmoins, notre francophonie va-t-elle jeter ce bébé avec l'eau du bain? Si la francophonie devient liberticide et infanticide, n'est-ce pas une hérésie? Je m'interroge sur notre honnêteté intellectuelle dans le cadre de la consultation des forces vives de la francophonie. Un esprit précautionneux, mais subjectif, vous a fait lire cette contre-vérité, je vous cite. Alors, pour réussir ce récit, je veux remercier Mme Leila Slimani, qui conduit depuis plusieurs mois un travail considérable et coordonné dont elle vient de rendre compte. Cette méthode conduisant à demander à toutes les voix qui souhaitaient s'exprimer leurs idées pour la francophonie, mais ça n'a pas été pensé seulement depuis un lieu à Paris. Ce fut le fruit d'un travail partagé, nourri par des voix multiples de tous les continents. Bruno de Wael, le plus grand super champion du monde d'orthographe, de langue française de tous les temps, a-t-il été associé à la co-construction de votre discours? Le linguiste français Robert Chaudenson, théoricien de la pléonexia, était-il là? Le linguiste camerounais Paul Zanzan, auteur de la théorie des pôles et des relais appliquée à la francophonie, auteur de la théorie des régulations, était-il là? L'universitaire français Jacques Anis, pionnier et auteur prolifique de publications sur les sciences du langage et l'intelligence artificielle, a-t-il été consulté? Quant à moi, l'éviction de mes idées du circuit est désormais de notoriété publique. La vérité est que des personnes ressources décisives n'ont pas été associées à la préparation de votre discours, d'où le déficit vertigineux dont je pose le constat aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il des francophones qui obtiennent des bourses d'études, l'emploi, des missions, la promotion, la nomination d'un claquement de doigts, alors qu'on exige des autres qu'ils soulèvent des montagnes ou marchent sur l'eau? Et quand bien même ces marginalisés apparaissent comme des thaumaturges de la science, des arts et des lettres, on leur assène le fameux dicton « Paris en a vu d'autres ». C'est ainsi que le navigateur interplanétaire Cheikh Modibo Diarra, négligé par la recherche scientifique française, a été récupéré par la NASA pour les résultats prodigieux que l'on sait. Je m'interroge sur l'aggravation de la fracture sociale entre ce qu'il est désormais convenu d'appeler la francophonie d'en haut et la francophonie d'en bas. La francophonie que le peuple voit parader à la télévision, à la tête des foules innocentes, est la francophonie des palais présidentiels, des parlements embourgeoisés, des hôtels étoilés, des aéroports, des colloques et des conférences, des sommets de chefs d'État et de gouvernement. Les projets pharaoniques de cette francophonie ressemblent à la foudre de Zeus qui ne touche que la cime des arbres. Tout en bas se trouve l'autre francophonie, celle des quartiers populaires, des salles de classe, des amphithéâtres, des marchés, des villages, des chômeurs, du travail au noir, des ouvriers surexploités, abandonnés à l'illettrisme. Cette francophonie du repas frugal, affamé parfois, souffre de sous-scolarisation et d'une pénurie de lecture indescriptible. Le fossé qui sépare les deux francophonies est-il infranchissable? J'ai personnellement demandé à 250 étudiants s'ils ont eu vent de votre discours du 20 mars 2018. À 100%, les étudiants interrogés n'ont pas suivi votre discours. Un seul sur les 250 en a suivi quelques extraits en différé. Pour moi, voilà un exemple palpable d'une francophonie d'en haut et d'une francophonie d'en bas qui s'ignorent réciproquement. Je m'interroge sur l'avenir du militantisme au sein de notre organisation, prise en otage par la technocratie et des parachutages de toutes sortes. Les pères fondateurs de la francophonie ont pu imprimer une belle dynamique
communautaires parce qu'ils étaient animés d'une foi militante authentique. Il y a longtemps que l'accès au levier de pouvoir de la francophonie n'est plus conditionné par ce militantisme valorisé par Dominique Walton dans Demain la francophonie. Recrutés à tour de bras, les technocrates sont catapultés à des postes névralgiques et travaillent pour la francophonie avec l'œil rivé sur les opportunités de carrière offertes par les Nations Unies, l'Union européenne, l'OTAN, les multinationales. Il manque à ces cadres ce supplément d'âme que procure le militantisme pour la francophonie. N'y a-t-il pas urgence à ramener le militantisme, aujourd'hui bâillonné et ligoté aux commandes de l'organisation? Je m'interroge sur le statut du professeur de français, qualifié à juste titre de héros par votre discours. Est-il qualifié de héros parce qu'il est un éternel exécutant, consentant, généralement sans marocain ni strapontin? En qualifiant les professeurs de français de héros, le politique songe-t-il un seul instant qu'ils soient des leaders en puissance? En 20 ans de professorat, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, je n'ai jamais senti la présence de la francophonie institutionnelle dans mes salles de classe. Dans quel environnement socio-culturel vivent les enseignants et leurs apprenants? Les bibliothèques publiques, déjà infinitésimalement rarissimes, sont demeurées obsolètes, vétustes et vides. Les bandes dessinées et la littérature de jeunesse sont d'un coût exorbitant. L'espace de 2 décennies, leur prix s'est multiplié par 30 en Afrique subsaharienne. La lecture quotidienne d'un journal est carrément devenue le privilège de la bourgeoisie. Les bibliothèques privées des instituteurs et des professeurs du tiers-monde sont dégarnies et poussiéreuses. D'où le naufrage d'une multitude d'enseignants sur les accords du participe passé, la conjugaison du subjonctif, la manipulation des pronoms relatifs, l'arbitraire du genre des noms, la phraséologie précise des tournures idiomatiques, cette liste des difficultés étant loin d'être exhaustive. Dès lors, à qui fera-t-on croire que l'enseignement du français connaîtra une métamorphose miraculeuse pour la simple raison que les professeurs de français ont été appelés des héros? Je m'interroge sur la valeur de la francophonie des solutions aux yeux de l'Élysée. Ce concept, au cœur du mandat actuel de Michaël Jean, est le projet qui gouverne la francophonie pour le quadriennum 2015-2018. Curieusement, le discours du 20 mars 2018 est totalement silencieux sur ce concept programmatique. Je comprends et je partage votre agacement, tellement les solutions annoncées semblent s'éloigner, tellement la francophonie institutionnelle actuelle tarde à s'attaquer à une machine à perdre dont les fléaux sont connus: une bureaucratie interminable, une fonction publique internationale fermée aux spécialistes de la langue française, une technocratie sans fibre militante, une administration sourde aux alertes des chercheurs, des professeurs et des artistes, un personnel diplomatique lui-même tourmenté par une orthographe approximative du français qu'il représente, une propagande confinée au beau quartier. Pendant le mandat qui s'achève à l'OIF, nous avons été abreuvés de communiqués, de photos du bonheur, de coups médiatiques. La mission du grand témoin aux Jeux Olympiques de Rio 2016, les Jeux de la francophonie à Abidjan 2017, les promotions des volontaires internationaux de la francophonie, les ateliers d'IFADEM, mais pour plus d'une centaine de millions de nos enfants. Le dictionnaire, le livre de chevet et le manuel scolaire sont encore des objets de luxe hors de portée. Qui a seulement dialogué avec les étudiants non boursiers, affamés, locataires, sans frais de loyer, avec les étudiantes nécessiteuses, exposées à des appels vicieux?
Pour ces catégories toujours délaissées, quelle est la traduction concrète des armes de construction massive promues par Michael Jean, les fameuses ACM? Le rabbin et docteur Jésus-Christ disait: personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Fin de citation. En clair, la francophonie des solutions est un concept novateur qui ne peut prospérer en s'accommodant d'un système unique et conservateur. Après 4 ans de théorie et de discours, le temps est arrivé pour le secrétariat général de la francophonie de désintégrer la machine à perdre. Je m'interroge enfin sur la relation contemporaine entre la négritude et la francophonie. Je salue l'hommage remarquable, Monsieur le Président de la République française, que vous avez rendu à Aimé Césaire le 27 avril 2018 au Panthéon. Cela dit, qui s'échine à faire croire qu'Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop n'étaient que des accidents de l'histoire? Après la fulgurante ascension de ces figures historiques dans la galaxie mondiale de l'intelligentsia, une nébuleuse souterraine s'est mise en place pour annihiler la popularité des intellectuels négro-africains. Mais Césaire l'a brillamment expliqué: la race noire ne gagne pas le respect des autres par des inventions, mais par son humanité. Eya pour le Khaïl Cédra royal, Eya pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Toutefois, l'homme noir sait reconnaître les mérites des peuples inventeurs, comme le proclame le poète camerounais Engelbert Vin, disciple des pères de la négritude. En Afrique, on admire la technique, les sciences, la science, les machines. On admire les avions, les fusées, les Spoutnik. Fin de citation. Autant nous sommes conscients de ce que le monde doit aux découvertes chinoises, arabes et européennes, de même, nous exigeons que le déni de l'ingéniosité négro-africaine stoppe sa course. D'où cette interrogation d'un personnage du philosophe et dramaturge camerounais Joseph Ngoué: est-il possible que des génies noirs n'aient jamais illuminé le monde? Pour finir, je vous invite à écouter une voix, celle du silence de nos frères francophones. Ce silence peut être diversement interprété. Il est certainement le silence de l'indifférence, car une multitude s'est lassée d'une francophonie qui ne leur sert à rien. Il est aussi le silence de la déception, car après votre discours, une foultitude s'est dit rien de nouveau sous le soleil. Ce silence peut être celui de la prudence, qui veut voir pour croire. Ce silence peut enfin être celui du calme avant la tempête. Pour beaucoup d'autres personnes, en effet, la francophonie n'est qu'une façade qui sert d'écran au cou tordu de la France en Afrique. Ces esprits réfléchissent déjà à la formule qui les débarrassera de la civilisation francophone, ce qui est déplorable. Si nous ne leur proposons pas une révolution culturelle de grande ampleur, ils fabriqueront leur propre révolution politique. N'écoutez plus cette voix de l'opportunisme et de la facilité qui préconise l'abattardissement du français et préfère ignorer que l'universalité de notre langue est zébrée du sang des martyrs de la Révolution française, du sang des tirailleurs sénégalais, des combattants et des résistants
de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, du sang des héros des indépendances africaines. N'écoutez plus la voix de la bien-pensance, dévastatrice pour le lexique et la grammaire du français, organisatrice du massacre d'un héritage linguistique millénaire. La bien-pensance préfère ignorer que l'inculcation du génie de notre langue à des dizaines de générations a été obtenue au prix de plusieurs dizaines de milliards d'heures de cours, au prix de la lanière de cuir ou du tuyau de caoutchouc asséné au postérieur des apprenants, au prix du châtiment au bonnet d'âne engagé dans son itinérance de couvre-chef de nos ascendants, jadis scolarisés. Éduqués à l'idolâtrie de l'argent roi, la bien-pensance s'esclave du culte à la gloire de la langue française. Le seul rêve incendiaire de la bien-pensance est de brûler les dictionnaires et les grammaires. Écoutez plutôt la voix de François Mitterrand, qui, dans des adieux qui refusèrent d'être des adieux, déclara aux Français: « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas. » Puisse le militantisme francophone impérissable de François Mitterrand, associé aux mains de Pierre Corneille, Jean de La Fontaine, Voltaire, Victor Hugo, Aimé Césaire et autres, servir d'inspiration à votre action présente et future en faveur de la langue française. Soyez assurés, Monsieur le Président de la République française, de mes urbanités différentes. Je vous en remercie.